Bouge ton curcuma. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bouge ton curcuma. Nous allons continuer d'aller à la rencontre de personnalités qui bougent et s'investissent pour une vie plus harmonieuse. Des thérapeutes, des médecins, des personnes comme vous et moi qui œuvrent à leur manière pour la santé. La nôtre est celle indissociable de notre planète. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, je sais que vous êtes nombreux à attendre les nouveaux épisodes et je m'en réjouis. Nous avons plus que dépassé les 100 000 écoutes pour la première saison et le succès de la deuxième n'attend que vous. Donc n'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast pour qu'il puisse évoluer et se faire connaître du plus grand nombre. Je suis toujours en partenariat avec le Vitaliseur, cet outil magique qui a révolutionné ma façon de cuisiner et donc ma santé. Si vous êtes intéressé pour en faire l'acquisition, on se retrouve à la fin de l'épisode. Très bonne écoute. Bouge ton curcuma. Je suis en compagnie d'Anna du blog Green Baby Circus, un lieu d'échange de bons plans écolos pour les enfants mais aussi pour les adultes. Nous allons parler de désobéissance civile, de lanceurs d'alerte et d'autres sujets comme le choix de l'eau que l'on consomme, qui est un vaste débat ou plutôt un vaste chantier. Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour Anna. Bonjour Cindy. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Alors, sur mon parcours, tu veux dire ? Ouais, sur ce que tu fais. Alors moi, à la base, j'étais prof de lettres pendant 12 ans. Et puis, j'ai bifurqué parce que je n'arrivais plus à m'impliquer. Et j'avais d'autres... l'écologie était devenue un peu mon centre le centre de mes intérêts. Et je n'arrivais pas à l'inclure dans mon programme avec les élèves. Donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change de voie. Et donc, j'ai changé il y a 2 ans. J'avais déjà mon blog depuis quelques temps et j'avais notamment des interviews qui marchaient assez bien et qui m'avaient permis de rencontrer plein de personnes hyper intéressantes dans le milieu plus ou moins engagé, mais en tout cas dans plein de milieux différents. Et c'est par le blog que j'ai trouvé du travail pour une agence qui s'appelle Green Story et qui accompagne des marques green et écolo. Donc déjà, ça me convenait beaucoup plus. Et à côté de ça, j'ai plein de projets, de plus en plus, de documentaires sur la prise de conscience écologique. On voulait aussi, avec une amie blogueuse, on voulait monter une agence de green coaching pour aider les gens dans leur transition écologique. On voulait aussi faire des ateliers, donc plein de petits projets qui mettent un peu du temps à se concrétiser, mais qui sont en cours. Et qu'est-ce que tu fais exactement avec cette agence ? Alors avec l'agence, on accompagne des marques green, bio, que ce soit dans le domaine de la cosmétique, le domaine de la nourriture infantile, de l'alimentation infantile, et moi je les accompagne dans leur marketing influence, parce que c'est vrai qu'à travers le blog, j'ai quand même rencontré pas mal d'influenceuses. J'entretiens des bonnes relations a priori avec elles ou avec eux. Et donc moi, j'aime beaucoup ce lien. Et en plus, pour défendre des marques, c'est hyper intéressant en plus de découvrir les marques de l'intérieur, de voir quels sont leurs engagements. Et au final, j'ai vraiment vu qu'elles se prenaient souvent, surtout quand elles sont déjà un peu bio, green et tout ça, elles se prennent vraiment la tête sur tous les points qui nous tiennent à cœur, les emballages, même la diffusion, il y a plein de sujets. C'est très intéressant de les accompagner aussi sur ces points-là. Et comment tu t'es formée du coup ? Passer de prof de lettres sur le tas ? Voilà, exactement. Et avec l'indulgence de mes patronnes, entre guillemets, et collègues. Mais parce que, moi, je suis arrivée en 2017 c'était 2017 avec un CV des années 90. Donc moi j'avais mis latin courant et je suis repartie un peu à zéro, et j'ai mis quand même 6 mois avant que quelqu'un me donne ma chance, en l'occurrence Elodie de Green Story et Camille aussi, et donc non, elles m'ont formée en même temps, et avec cet état d'esprit hyper bienveillant qu'on attendait de la part d'une agence écolo, mais bon, c'est pas toujours d'une agence en tout cas green, c'est pas toujours le cas, donc c'était vraiment non, ça a été une super expérience pour moi. Ouais, c'est une belle nouvelle aventure. C'est ça. Et du coup, quels sont les déclics qui t'ont fait amorcer le changement au niveau écologique ? Alors moi, ça a commencé, je pense, avant, il y a un petit moment au niveau de la nourriture. Moi, je suis partie du bio, c'est-à-dire que j'ai pensé d'abord à ma santé.
Et notamment avec l'arrivée de mon premier enfant, c'est un peu le classique, mais voilà, je suis vraiment passée au bio à ce moment-là. Et ensuite, la pensée écologique, elle est venue petit à petit. Notamment, il y a une lecture qui a changé ma vie, je crois. C'est les essais de Naomi Klein, qui a une vision assez, repense le capitalisme, enfin qui pense le capitalisme et qui montre comment il est à l'origine de pas mal de maux actuels. Et puis elle a sorti quand même un dernier bouquin sur l'écologie à proprement parler. Et ça m'a, voilà, je me suis dit, mais en fait, l'écologie est politique et il y a plein de choses à faire. Et en plus, elle propose beaucoup de solutions. Elle pointe pas que les problèmes et les dissonances et les dysfonctionnements de la société actuelle. Elle propose plein de solutions voilà. Et donc ça a été un deuxième déclic. Après, j'ai l'impression d'en avoir eu plein à plein de moments. C'est un cheminement progressif. Donc c'est vrai que la rencontre avec Ondine du blog Ondinema, et l'éloge de la curiosité, ça c'est son blog, ça a été un déclic aussi parce qu'on a commencé à travailler pour une association, Alternativa. Donc ça aussi, ça m'a remotivée dans mon combat parce que je suis passée un petit peu par la période dépressive de tous les écolos engagés, c'est-à-dire où on ne croit plus à rien et on se dit que la fin du monde est proche. Et donc c'est vrai que ça m'a redonné une envie de me battre, de porter des valeurs. Ça a été un énième déclic. Donc non, j'en ai eu plein, je crois, dans mon Parce parcours. que l'écolo n'est pas forcément pessimiste. Non, heureusement. Moi, il faut pas trop me bousculer sur cette question parce que je peux le devenir très vite. Mais non, il y a quand même pas mal de... Enfin, moi, je trouve j'ai vu l'évolution et elle est palpable même sur Instagram, parmi les influenceurs, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience. Alors, heureusement, parce que la fin du monde est proche, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui sont alertés, qui cherchent à... Alors, chacun a son combat, plus ou moins. Il y a les végétariens, mais je trouve que ça bouge pas mal. Non, il y a de quoi être pas forcément ultra optimiste, mais en tout cas, il y a... Non, moi, j'ai confiance en l'humain. On est dans une ère de mouvement, Ouais, complètement. Ça bouge. Donc, à quel moment tu t'es dit que c'était plus juste une option et ça allait devenir un mode de vie ? Je pense vraiment il y a 2 ans, quand j'ai décidé d'arrêter l'éducation nationale. C'était pas faute Moi, j'aimais bien la pédagogie, j'ai adoré enseigner. Après, il y a des choses très pragmatiques. J'étais très loin de mon travail, comme beaucoup d'enseignants, donc ça faisait beaucoup de transport et tout. Mais clairement, je n'avais plus du tout envie de parler littérature à mes élèves. J'avais envie de leur expliquer comment mieux manger, comment mieux s'habiller, comment arrêter de penser aux marques, comment arrêter d'être dépendant de toute une société consumériste. Et donc, c'était pas la place. Enfin, j'avais pas ma place dans. Enfin, après, il y a pas mal de choses qui changent dans l'éducation nationale aussi à ce niveau-là, mais c'est plutôt les profs de sciences et vie de la Terre qui s'étaient approprié ce discours. Et c'est vrai que j'ai pas réussi, moi, à l'intégrer dans ma pédagogie ou dans mon enseignement. Et donc, c'est vrai que c'est là que je me suis dit non, mais je peux plus faire ça. En fait, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de plus efficace au niveau de l'écologie. C'était avec des ados ? C'était avec des ados, ouais. Surtout que c'est le bon moment en plus. C'est intéressant. Puis là, ils se mobilisent beaucoup, mais c'est rigolo parce que j'ai vu 6 mois, 1 an après, beaucoup de profs qui avaient la même réflexion et je suis sûre que ça bouge beaucoup maintenant. Mais moi, je pense que j'étais à un degré trop avancé de pessimisme et de... Voilà, je voulais passer à autre chose et j'avais vraiment envie de bouger les choses et de faire d'être plus, d'avoir vraiment... Enfin, j'avais en plus entendu Cyril Dion dans une émission qui disait mais c'est la première chose à se demander, c'est vous passez 8-9 heures au travail en moyenne, est-ce que vraiment votre travail a du sens, est-ce que vraiment vous voulez consacrer ce temps là à ça? Et moi je m'étais dit c'est très beau l'enseignement, mais c'est plus du tout ma préoccupation principale. J'avais d'autres... voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai changé et que j'avais envie Enfin, je pense que ça a été là le gros déclic pour changer en tout cas de carrière et m'impliquer beaucoup plus dans tout le milieu associatif. Voilà. Sachant qu'il y a de quoi faire de toute façon dans l'enseignement, puisqu'il y a des nouveaux métiers aussi qui vont se créer. Ouais, donc peut-être des nouveaux profs d'écologie. Et puis il y a des super... Non, mais en plus, l'équipe dans laquelle j'étais, il y avait vraiment des enseignants géniaux qui avaient fait le bilan carbone du chauffage. Enfin, je sais pas si c'est le bilan carbone, mais le bilan chauffage de l'établissement, qui avaient lancé le compost. Non, il y avait plein de choses super. Mais je crois sincèrement qu'il y a une très mauvaise gestion de
du personnel et que se retrouver à 1h30 de chez soi, ça aide pas non plus à se motiver. Non, clairement. Et donc c'était aussi pour des raisons vraiment pragmatiques. Donc tu es une citoyenne comme les autres, comme moi, comme plein d'autres, mais tu pratiques la désobéissance civile. Oui, Qu'est-ce que c'est ? peu. Alors la désobéissance civile, c'est une action non violente qui consiste à... Alors non violente, mais peut-être proche de l'illégalité. C'est-à-dire il y a quand même des implications. On est formé pour faire de la désobéissance civile. Quand on passe il faut passer par des associations. Et les associations proposent une formation où on nous indique toutes les conséquences possibles de ces actes-là. Donc ça peut quand même aller jusqu'à l'emprisonnement. Bon, après, généralement, la justice est indulgente, mais là, il va y avoir un procès bientôt pour ceux qui ont décroché des portraits de Macron. Donc voilà, et donc la désobéissance civile, c'est une nouvelle façon, moi je trouve, de s'engager. On est dans la protestation, donc c'est vrai que c'est pas forcément positif dans le sens où on ne propose pas spécialement de solution à ce moment-là, mais je trouve important parce que ça rappelle à tout le monde certains faits, comme par exemple Amazon et le fait que c'est une entreprise qui pollue, qui ne traite pas forcément bien ses salariés, etc. Mais c'est aussi une façon de dire au gouvernement, nous citoyens, nous sommes là, on veille, on vous surveille, entre guillemets, on vous met un peu de pression pour faire changer les choses. Donc voilà, mais c'est vraiment... moi, j'ai pu participer qu'à la deuxième qui a été organisée cette année donc pour le blocage des locaux d'Amazon. Et ça a été une super expérience que je réitérerai maintenant à chaque fois. Mais parce que, il y a beaucoup de pédagogie qui est faite sur place. On parle beaucoup aux employés qui peuvent plus se rendre dans les locaux parce qu'on bloque. On leur explique pourquoi on fait ça. Je pense qu'on donne à réfléchir à ces gens-là aussi. Et puis, c'est bienveillant. C'est totalement pacifique. Voilà. Mais c'est un peu plus qu'une simple marche parce qu'il y a une vraie action de blocage. Il y avait eu les blocages à la Défense, donc c'est pas du tout anodin et c'est pas une simple marche où on montre juste qu'on est là. Là, c'est vraiment pour impacter sur une journée sur une entreprise, mais aussi impacter les consciences, faire passer un message et tout. Voilà. C'est des actions concrètes. C'est des actions très concrètes et moi je trouve que c'est... En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir, en dehors du fait qu'on chante, qu'il y a une super ambiance et que on parle beaucoup entre nous, que c'est vraiment intéressant dans sa démarche écolo. Je trouve qu'en plus, c'est des moments où on reprend foi en l'action. Parce qu'il n'y a rien de... C'est pas du tout méchant, c'est pas malveillant, mais c'est concret, c'est décidé, il y a quand même ça engage physiquement. Et ça, j'avais envie de ça aussi. C'est-à-dire que je trouve très bien moi, je suis contente de pouvoir, à travers mon Instagram, à travers le blog avant, j'adore faire passer des messages et j'espère qu'ils sont parfois entendus et tout. Mais j'avoue que l'implication physique dans une action, c'est encore autre chose. Et j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a donné l'impression d'être efficace, quoi. Ouais, c'est motivant. Ouais, c'est motivant. Ça enlève le pessimisme, justement. Ouais. T'as l'impression de faire quelque chose. Voilà. Et les associations, je trouve qu'elles sont bien pour ça, parce que c'est des vraies structures, ils sont hyper organisés. Il y en a plusieurs, du coup, c'est ça ? Moi, je connais bien Alternatiba, et après, Alternatiba cherche justement à regrouper plein d'associations, que ce soit Greenpeace, les Amis de la Terre, etc., pour être de plus en plus efficace dans les actions citoyennes. Je t'entends plus après. Et alors pourquoi Amazon particulièrement là, c'était le dernier en date ? Alors Amazon, il y avait l'implantation près de Paris de 3 nouveaux hangars et après plus au-delà de ça, c'était vraiment c'est une entreprise on le sait qui ne traite pas forcément bien ses employés, ça c'était l'aspect un peu social, qui ne paie pas d'impôts, ça c'était pour convaincre un peu tout le monde, parce que je pense que personne n'a envie d'accueillir des entreprises qui ne participent pas au bien-être général. Et puis après, sur le point très écologique, en dehors du fait que il y a des emballages, que c'est pas du tout écolo en fait de passer par Amazon et que parfois on peut ne pas avoir le choix sur certains produits qui sont peut-être plus difficiles d'accès, notamment quand on n'est pas proche des grands magasins ou mais un livre on peut le trouver un peu n'importe où en France, des jouets pour les enfants on en trouve un peu n'importe où en France et on peut se déplacer pour ça, on n'est pas obligé
de commander en ligne. Donc c'est vrai que voilà, et en plus ils ont une démarche que je vais résumer dans les grandes lignes et je suis pas sûre d'être totalement exacte, mais je sais qu'ils quand ils ont des stocks, quand ils ont des stocks d'une marque, au bout d'un moment, quand ce n'est pas vendu, soit ils proposent de brader totalement et c'est pas du tout intéressant pour la marque, soit ils lui proposent de stocker, mais c'est très très cher, soit ils proposent de détruire et c'est la solution la plus simple. Et donc, en fait, ils détruisent des tonnes de marchandises chaque année. Un peu comme dans les vêtements, quand il y a des invendus. On avait vu ça pour certaines entreprises de luxe. Ils préfèrent détruire les denrées plutôt que de vendre, de brader, etc. Donc, en fait, il y a plein de pratiques comme ça qui sont totalement non écologiques et un état d'esprit qui peut même sembler totalement obsolète, je trouve, de nos jours, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'était, oui, de leur dire qu'on n'était pas d'accord, de rappeler aussi à tout le monde, en fait, parce que ça a été quand même un petit peu diffusé sur les médias, de dire à tout le monde, rappelez-vous, il faut arrêter Amazon, c'est pas bien, et voilà, parce qu'on oublie parfois, hein, c'est un peu la solution de facilité, quoi. C'est devenu un peu un troisième bras, Amazon, pour beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu tout ça, la désobéissance civile. C'est bien. Alors, je reviens à cette question, mais j'ai déjà posé. Donc, les écologistes sont souvent taxés d'alarmistes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup ? Je sais pas, il y a de tout. Et on passe tous par des phases différentes. Parfois, moi, j'ai l'impression d'être rabat-joie. Là, j'ai eu des angoisses avec les élections européennes et j'ai appelé une amie qui habite dans la montagne. Je lui disais, mais je vais venir te rejoindre parce qu'elle est déjà dans une démarche très... je sais pas, ils achètent des terrains pour faire de la permaculture et tout, et ça me faisait vraiment envie, et j'avais tellement peur pour mes enfants que j'étais là, faut qu'on parte de Paris, on va tous mourir et tout. Donc j'ai ces phases-là régulièrement. Après, je me calme. Je vais quand même faire une formation en phytothérapie aussi l'année prochaine, parce que je me dis que s'il n'y a plus rien à manger, on mangera toujours des plantes. Il y aura peut-être encore des plantes partout. Mais donc je pense que oui, je pense que tout écolo est un peu forcément alarmiste, parce que c'est angoissant, la situation actuelle est angoissante. Et après, il y a ceux qui décident de n'être que ça. Et je trouve que c'est important qu'ils soient là aussi, parce qu'en fait... il y a des comptes très alarmistes sur Instagram et c'est pas mal aussi qu'ils soient là parce qu'ils rappellent des chiffres, ils rappellent des faits en fait. Oui. Et puis après, moi j'aime beaucoup aussi ceux qui sont dans une vision beaucoup plus positive et qui cherchent à convaincre de manière plus positive à travers le do it yourself, à travers des propositions en fait de petits gestes et tout. Et c'est, voilà, je pense qu'il y a pas que des écolos alarmistes. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'être écolo et serein actuellement. En tout cas, il faut une bonne dose d'optimisme. Oui, parce qu'il faut être conscient de ce qui se passe. C'est ça. Tu as fait récemment un post sur l'eau que l'on consomme. Oui. Donc c'est d'ailleurs à ce sujet que je t'ai contacté. Ouais. C'est quoi le constat aujourd'hui sur l'eau ? Alors c'est compliqué. Moi, je crois que ça fait au moins 3-4 ans que je dis que je vais faire un post dessus et que j'ai vraiment du mal à le faire. Là, je vais le faire parce qu'en fait, je pense qu'on est arrivé à un point où on n'a plus trop le choix. Mais... c'est comme le lait infantile ou le lait de vache. On a été formaté aussi beaucoup. Donc, et pour l'eau, je trouve qu'on nous a toujours dit de boire 1,5 litre. En fait, on n'est pas du tout obligé de boire 1,5 litre pour être en bonne santé. Et à côté de ça, voilà, moi j'avais... même parmi les gens écolo et bio, il y avait 2 camps. Il y avait ceux qui disaient mais l'eau du robinet, il y a plein d'hormones. Moi, je donne pas ça à mes enfants, ou même j'ai pas envie d'en boire parce que c'est mauvais pour la santé. Donc, une vision assez bio. Et puis, il y a la vision beaucoup plus écolo qui est non, mais on ne peut plus consommer des bouteilles en plastique comme ça et qui, on le sait, ne sont pas du tout recyclables à vie. Et voilà, et c'est un impact écologique énorme. Et donc, on s'est beaucoup pris la tête, même entre nous, pour essayer de trancher. Et après, il y a toute la question des filtres. Moi, les filtres, j'ai laissé tomber. En fait, je crois sincèrement que ça demande trop d'entretien pour être vraiment nickel au niveau de la santé. Et j'ai eu longtemps une carafe. Voilà, j'osais pas dire le nom pour pas leur faire de la pub, mais une carafe filtrante en plastique. Et en fait, je sais pas, je pense que c'était pas du tout la solution. Elle s'abîmait assez vite. Je pense qu'il y a plein de... Comme pour les bouteilles, hein, il y a plein de choses qui passent dans l'eau et qui sont des petites particules plastiques. Et donc j'ai tranché en fait parce que j'ai été invitée par l'entreprise Haute-Paris, qui n'est pas du tout une entreprise privée, qui ne m'a pas du tout payée pour ça, et qui est une entreprise publique. C'est vraiment l'eau du robinet, quoi. Et
Et ils nous ont invités à visiter le réservoir de Montsouris. Et ça a été... déjà, le lieu est magnifique. Et l'entreprise est magnifique. C'est-à-dire qu'ils sont à fond dans une démarche non seulement pour prôner l'eau du robinet, pour être vraiment anti-plastique, quoi, une démarche, alors que à la limite, eux, ils n'ont pas de profit là-dedans. Enfin, c'est une entreprise publique. Le but, c'est pas que tout le monde consomme de l'eau du robinet. Donc, c'est vraiment une démarche écologique. Ils veulent vraiment bannir le plastique, en l'occurrence de Paris. Mais bon, voilà, on pourrait... Alors après, je sais pas, l'eau du robinet, si elle est potable partout, mais en tout cas, à Paris, elle l'est. Et donc, ils sont hyper motivés. Ils proposaient... une petite gourde cet été sur Paris-Plage, etc., pour que les gens arrêtent d'acheter des gourdes, des bouteilles d'eau, etc. Donc moi, j'ai été complètement séduite par cette entreprise et ça faisait déjà un moment que moi, je n'achetais plus de bouteilles plastiques, même pas pour faire le biberon de ma fille, qui n'en prend plus maintenant, mais... Voilà, je m'étais dit, bon, allez, par solution de facilité aussi, parce que franchement, acheter même les grosses bouteilles Montcalm en magasin bio, là, c'est quand même énorme à porter et tout. Et donc, ça faisait un moment, mais là, ils m'ont vraiment convaincue. Après, j'ai échangé. Et tout à coup, c'est moins tout rose. C'est-à-dire qu'en fait, ils se calquent sur l'eau d'Évian, si j'ai bien compris. Et en échangeant avec une nana qui s'occupe, enfin je l'appelle nana, c'est pas très gentil, mais je sais plus son prénom, qui a le compte L'éveil Naturo. Elle m'a dit en fait en privé que elle a assisté à la même réunion que moi, et elle me disait que le problème de l'eau d'Évian, c'est qu'elle était très minérale et qu'en fait pour les reins, peut-être qu'à terme c'était pas très bon, etc. Parce qu'il y avait un taux de résidus assez important. Et donc voilà, et donc après je me suis dit, ah zut, est-ce que je fais ce post et tout, et en fait je crois sincèrement que je pense que là, vraiment, je peux plus acheter de plastique. Donc, en fait, j'ai tranché. Voilà, peut-être que c'est pas très bien pour ma santé, mais vraiment de voir il y a eu plein de scandales en plus sur le fait tout n'était pas recyclé. On met ça dans des pays pauvres. Voilà, tout n'est pas du tout... la chaîne du recyclage n'est pas du tout au point et elle coûte très cher. Elle est pas... Voilà. Donc, je me suis dit, c'est bon, tant pis pour mes reins. Et je pense en plus que quand on n'a pas forcément de soucis de santé, c'est peut-être pas... une réflexion qu'on a à avoir. Je pense qu'il y a des gens qui ont consommé l'eau du robinet toute leur vie et qui n'ont aucun problème. Bon, il faut juste espérer d'avoir des reins solides, quoi. Et une hygiène de vie correcte à côté. Et une hygiène de vie correcte. Et pas forcément boire 1,5 litre, 2 litres par jour. Enfin, on peut aussi s'hydrater avec des fruits. Chacun ses besoins, voilà. en fait. Ouais. On n'est pas... en fait, c'est ça, il faut trancher aujourd'hui. On a un choix entre la santé et l'écologie, alors que les deux sont... étroitement liés. Sont liés. Et puis vraiment, sincèrement, on en parlait avec l'entreprise, les gens qui représentaient l'eau de Paris, c'est qu'en fait, la bouteille en plastique, l'eau dedans, il y a peut-être moins d'hormones, elle est peut-être moins minérale, mais il y a le plastique. Donc ça, c'est clair que le stockage dans un truc en plastique, c'est pas bon. Il y a des particules qui... Enfin voilà, donc il y a rien. Je pense que l'eau est un vrai problème et qu'il n'y a pas... Mais vraiment, il faut arrêter les bouteilles en plastique. Ça, c'est une certitude. En plus, au niveau stockage, moi, je vois parfois des palettes d'eau stockées en plein soleil. Oui, non, mais on ne sait pas ce qu'on boit. Clairement, je ne pense pas que ça soit très bon pour la santé. On m'avait dit l'eau de source parce que, notamment, il y a une eau qui a des petits prénoms différents à chaque fois et parce qu'en fait, elle est très locale. Donc, il y avait moins de... Elle passait plus rapidement de la production à chez nous. Donc, elle était moins longtemps stockée dans le plastique. Mais voilà, ça reste du plastique. Enfin, moi, je trouve ça aberrant maintenant d'avoir des bouteilles chez soi. Je trouve que c'est vraiment tellement nuisible à l'environnement qu'on ne peut plus, plus le faire. Aujourd'hui, il y a quand même certains magasins bio qui proposent de remplir les bouteilles en verre. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais en revanche, il y a Biocop qui a arrêté totalement les bouteilles en plastique. Oui, c'est ça. J'ai pas encore vu, alors ça doit vraiment être assez rare encore. Mais c'est vrai que ça doit exister, les consignes un peu à l'ancienne. Ça, ce serait pas mal, système de consignes. Alors, c'est vrai, après, moi, pour en avoir discuté avec d'autres acteurs qui utilisent des bouteilles comme les entreprises de jus, etc., le verre, c'est compliqué aussi, c'est très lourd, donc ça demande plus de camions, ça demande... Enfin voilà, il y a sûrement toute une logistique compliquée. Donc l'eau du robinet, c'est juste parfait. Est-ce que tu mets dedans des billes d'argile, du charbon ? Pas du tout. Alors le charbon, non, parce qu'en fait, ils nous ont dit que l'eau de Paris est filtrée au charbon actif. Déjà. Donc en fait, moi, la personne qui nous en a parlé nous disait qu'il n'y avait vraiment pas besoin de filtre. Après, il y a peut-être éventuellement le goût,
Mais notamment le chlore, ça, il suffit de laisser 30 minutes son eau stagner un peu dans la carafe et c'est bon. C'est ce que je fais. Moi, je l'ai rempli le matin régulièrement et je pense qu'il y a à peu près... Et moi, je la trouve pas mauvaise en plus. Donc, il n'y a pas de... mais vraiment, les filtres, ça sert à rien. Et au niveau, en tout cas, tout ce qui est santé, ils font des tests, ils sont largement en dessous des normes, tout ce qui est hormones, etc. Moi, je m'inquiétais, mais en fait, il y a aucun souci. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, Et sur les osmoseurs, tu t'es rencardé ? Sur les quoi ? Les osmoseurs que tu branches directement sur ta ouais, sur c'est ta peut-être le robinetterie. seul truc qui m'aurait à peu près... Mais apparemment, ça ne sert à rien. Enfin, on n'a pas besoin. Après, c'est peut-être la seule chose qui pouvait me tenter. C'est les choses qu'on n'a pas besoin d'entretenir et qu'on change une fois de temps en temps. Ouais. Mais bon, ça va être encore l'objet d'une vaste quête, je pense. Bah c'est ça, c'est un peu la quête infinie, l'eau. Ouais. Et puis, et voilà, le charbon, tout le monde en parle en ce moment. Bon, il y a des modes, quoi. Donc, c'est très compliqué de pas... d'avoir un peu de recul et tout, mais non, je vais repartir, mais pour l'instant l'eau du robinet me va, moi je trouve qu'elle a pas de goût, je la trouve bonne, et puis encore une fois elle me sert à m'hydrater, hein. Je suis pas en train de faire une dégustation. Non, puis une fois que t'as fait ton choix et que t'es clair dans tes bottes, ça soulage. ça soulage, et c'est puis ça, j'en pouvais tout plus de moi suite elle est meilleure. de me prendre la tête là-dessus. Et le lait c'est pareil, ma fille a eu 3 ans, c'est bon, je ne me prends plus la tête, il y a plus de lait de vache chez moi, c'est fini. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des sujets compliqués, et puis je comprends, hein, c'est la controversé santé, aussi, personne n'a le même avis, donc c'est vrai que c'est dur d'avoir un avis tranché. Est-ce que ton rapport à la santé a changé depuis que tu as entrepris tout ça, tous ces changements ? Alors, oui. Enfin, moi, je pense vraiment quand on passe je te dis, ma première motivation, ça a été de ma santé, c'est-à-dire je suis passée au bio parce que j'avais pas envie de m'empoisonner. Et après, une fois qu'on fait ça, c'est vrai que, par exemple, là, moi, je consomme... quasi plus de viande et de poisson. J'ai des envies de sardines parfois. Bon, ça, c'est mon péché mignon. Mais franchement, j'en achète très, très rarement. Et quand j'en achète, j'en ai acheté encore il n'y a pas longtemps pour mes enfants, pour le week-end, une fois par week-end. Et même ça, comme ils sont à la cantine et qu'ils en mangent 4 fois par semaine, même ça, je vais arrêter. Et donc, c'est vrai qu'en fait, en devenant végétarienne, il y a des choses, on s'intéresse à d'autres aliments pour compenser, pour les protéines végétales, etc. Et donc, je trouve de fait que la démarche écologique, elle s'accompagne forcément d'une démarche de bien-être et de souci de sa santé et tout. Parce que être écolo, c'est vraiment faire attention à ne pas s'empoisonner aussi, à pas impacter sur le vivant en général. Donc, de fait, on s'intéresse à plein de choses auxquelles on ne s'intéressait pas avant. Oui, c'est indissociable. Ouais, c'est assez indissociable. Et donc, c'est vrai que je deviens spécialiste de tous ces super aliments, même si je pense qu'on peut vivre sans, mais c'est intéressant en plus. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup et c'est passionnant. Enfin, c'est très passionnant. Ouais, le corps humain est assez passionnant. Voilà. Et c'est pour ça, moi, j'adore suivre les comptes. Je sais que tu as interrogé Agathe de la Minute Papillon. Voilà, moi, c'est des comptes où j'apprends plein de choses. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Et parfois, voilà, on n'est pas obligé de consommer spiruline, clamate, etc. Mais c'est quand même des... Ouais, voilà, moi, ça m'intéresse en tout cas. Et je pense que ça m'a intéressée parce que j'ai eu ce déclic et que tout à coup, voilà, il y a plein d'horizons qui s'ouvrent. C'est ça, c'est assez fabuleux, tout ce qu'on peut apprendre. Du coup, la santé, c'est quoi pour toi ? La santé, je sais pas, c'est de pas aller chez le médecin. Et on y va très peu avec mes enfants, franchement, on est plutôt en bonne santé. Moi, je vois la santé un peu... j'avais à un moment donné, j'ai voulu écrire un roman qui se passait un peu en Chine. Et en fait, je m'étais beaucoup intéressée à la philosophie chinoise, à la culture chinoise. Et j'adorais le principe d'être suivie par une sorte de médecin, mais qui vous soigne gratuitement tout le temps. Et, enfin, qui prévient vos maladies tout le temps gratuitement. Non, c'est l'inverse. Pas gratuitement. Et le jour où vous êtes malade, en revanche, il vous soigne gratuitement parce qu'il a échoué, en fait. Et je trouvais ça assez chouette. Et c'est pour ça que j'aime bien aller chez des naturopathes et tout ça. C'est la prévention plutôt que le soin. Et je trouve ça vraiment bien. Et je suis persuadée qu'à travers l'alimentation, voilà, on carbure aux fruits et aux légumes. Et sincèrement, on n'est quand même pas très souvent malade, quoi. Bon, après, il y a quand même... les écoles sont déniées à microbes et à poux. Mais je trouve que voilà, la santé, c'est cet équilibre normalement qui passe à travers plein de choses, que ce soit l'alimentation, le bien-être, le fait de ne pas être stressé, le sport. Donc voilà. Et du coup, la maladie, ça intervient quand, selon toi ? La maladie, moi, j'ai été...
Franchement, c'est un mystère quand même pour moi, parce que moi j'ai perdu quelqu'un de très cher quand j'avais 25 ans et c'était quelqu'un d'assez sain. Et je pense qu'il y a pas trop hélas, de règles. J'espère qu'il y en a un petit peu, mais je suis pas certaine. Je suis persuadée que même, enfin voilà, que on a beau faire tout ce qu'on peut, je pense quand même que le fait de passer au bio, de faire attention à sa santé, ça permet d'enlever certains facteurs. Mais le fait est qu'on est dans un environnement pollué, qu'on est sans cesse confronté, à Paris, je veux dire, l'air est irrespirable. Donc voilà, il est fort possible que je meure moi d'un cancer des poumons dans 10 ans, mais j'aurais en tout cas essayé de tout faire pour éviter. Mais voilà, pour moi, c'est aussi d'enlever des facteurs. Quand on consomme bio, on enlève des facteurs. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je vois ça comme une sorte de dérèglement, mais les causes, elles sont tellement variées, tellement... Multiples, ouais. Du coup, ma prochaine question, c'est est-ce que tu penses qu'il est possible d'agir en amont de la maladie ? Moi, oui, par l'alimentation, par plein de choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dire ça à quelqu'un qui a toujours fait attention et qui tombe malade, parce que c'est culpabilisant aussi de croire qu'on peut tout faire en amont. Mais en tout cas, voilà, enlever des facteurs, je trouve ça bien. Et puis, on le sait maintenant que, par exemple, je pense vraiment au cancer parce que c'est ce que j'ai vécu de plus proche avec ma tante. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était il y a 14 ans maintenant, on ne savait pas que l'alimentation pouvait jouer. Donc moi, je me souviens qu'à l'hôpital, on lui servait de la viande, on lui servait des trucs en sauce, ça la rendait malade. Enfin voilà, c'était pas du tout comme ça. Et je trouve que là, il y a quand même toute même au moment de la maladie, voilà, des nouvelles. Les médecins font attention aux médecines alternatives. Ils écoutent quand même certains discours sur l'alimentation, la nutrition et tout. Et je pense que ça avance aussi à ce niveau-là, quoi. Il faut. Ouais, c'est important, la médecine intégrative. Ouais. Et donc l'alimentation est primordiale pour toi ? Oui. Enfin, franchement, moi, s'il y a un domaine sur lequel je ne ménage pas mes efforts, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que je m'y intéresse beaucoup. Après, je suis pas une grande cuisinière, mais en fait, plus je réfléchis, plus je me dis que plus c'est simple, mieux c'est. Donc j'achète quasiment que des produits bruts que je transforme peu, que je cuis au pire à la vapeur et beaucoup plus rarement maintenant au wok ou à la poêle et tout. Et on mange beaucoup plus de crudité ces derniers temps avec mes enfants et franchement, ils pètent la forme. Moi aussi, alors je dis pas que c'est la solution, mais c'est vrai que je reviens vraiment à une alimentation simple, pas trop de cuisson. Voilà. Et bon, après, je suis pas sûre d'avoir réponse à tout, mais en tout cas, moi, ça m'arrange. En plus, ça me prend pas beaucoup de temps, les crudités. Bien sûr. Quand on achète bio, en plus, on n'enlève pas la peau, donc c'est hyper rapide. Tout devient beaucoup plus simple. Tout est bénéf. Ouais. Ça a toujours été sain pour toi, l'alimentation ? T'as toujours eu pas du tout. Non, enfin, simple, oui, mais j'ai très mal mangé. Enfin, après, je me souviens que quand j'étais... Enfin, on m'a dit, en tout cas, que quand j'étais à la crèche, à l'époque, c'était les dames qui faisaient les déjeuners et tout ça, allaient au marché et tout était hyper frais et tout. Et je suis sûre que ça a été pour moi la base. Et après, il y a eu une sorte de petit éloignement de la base. Et je me souviens qu'adolescente, je mangeais des croque-madame au café du coin, où j'avais la bouffe Sodexo qu'on nous servait à la cantine, où on faisait soi-même ses repas. Donc, on n'était pas du tout des pros de l'alimentation, donc ou des sneakers, enfin les vieilles barres dégoûtantes. Je pouvais me nourrir de 2 ou 3 sneakers le midi, ou même un seul, je sais plus. Et donc moi, et pendant, je pense jusqu'à 20 ans, j'ai vraiment très mal mangé, et en tout cas par moi-même. Et ensuite j'y suis revenue. Donc je sais pas si c'est voilà, la bonne nourriture de ma grand-mère ou même de ma mère, ou si c'est cette enfance dans une crèche où tout était frais. Mais en tout cas, on y revient. Et c'est vrai que mes enfants, je m'attache à leur donner une alimentation simple. Il n'y a pas de bonbons chez moi, il n'y a pas de boissons autre que l'eau. Il n'y a pas de choses comme ça, mais juste parce que j'aimerais qu'ils aient cette base. Après, il y a les copains, ils mangent des bonbons aux anniversaires et tout, et à l'adolescence, ça va être la cata, mais ils auront cette base et j'espère qu'ils y reviendront à un moment donné. C'est ce que je dis toujours. Comment tu leur parles du coup de la santé à tes enfants ? Si tu leur en parles en tout cas, par le biais de l'alimentation peut-être. Alors quand ils veulent de la viande ou du poisson, je leur dis ok, tu veux donc un animal mort dans ton assiette. Bim. Mais je peux avoir des approches plus douces. Mais non, en tout cas, Enfin, je le fais pas du tout de manière alarmiste. Ils sont pas totalement déprimés, hein. Mais en revanche, je tiens à ce que
lorsqu'ils mangent du jambon, ils sachent que c'est un cochon. Enfin, Oui. je veux qu'ils voient le cochon et qu'ils le visualisent, le cochon. Et quand... alors, moi, j'achète pas de jambon, mais ça leur arrive très rarement. Ça peut m'arriver pour leur faire plaisir pour un pique-nique, mais c'est rare. Et pareil pour le poulet ou des choses comme ça, je leur rappelle ce que c'est. Parce qu'on a tendance vraiment à... On parle de viande, d'ailleurs. Au lieu de parler, c'est quand même vraiment des animaux morts, quoi. Et je trouve que le mot viande, il cache un peu ça. Et donc, moi, j'aime bien leur redire les choses avec un grand sourire, mais quand même. Mais après, ils me charrient sur mes sardines. Donc ça, c'est vrai que voilà, bon, c'est donnant. Et après, sur la santé, non, franchement, comme on a toujours été comme ça, il n'y a pas de demande. Mon fils, il sait très bien qu'il n'y aura pas de bonbons ici. C'est même que s'il revient avec le petit sachet de bonbons de chez le copain de l'anniversaire, quoi, il sait très bien que s'il n'a pas tout mangé avant d'arriver, il y a des chances que ça finisse à la poubelle. Et il le vit bien, en fait. Enfin, voilà, je pense qu'il m'a catégorisée comme la maman pas très cool à ce niveau-là, mais ça ne le dérange pas. Et je lui explique quand même beaucoup. Hein. Je lui explique pourquoi je le fais. Je ne lui dis pas que c'est pour l'embêter, je lui dis que c'est pour sa santé, que moi j'ai l'impression de l'empoisonner. Si je lui donne un bonbon, j'ai l'impression de l'empoisonner. Voilà, je lui dis... Enfin voilà, il trouve qu'il y a trop de légumes à la maison, mais c'est pas... je pense qu'il le vit assez bien. Ouais, ça compense la cantine. Et puis il a des moments... voilà, il y a la cantine, où il y a des repas mais hallucinants, genre sur le thème il y avait un thème américain et là ils ont mangé des burgers, un yaourt à la barbe à papa. Donc là je me dis que ça va, ils ont eu leur dose. Et puis il y a les grands-parents qui achètent les petits bonbons bio, mais quand même des bonbons, les glaces quand ils vont à la mer. Enfin voilà, donc ils ont des exutoires et je trouve ça vachement chouette aussi. Il faut lâcher. Voilà, que ça soit lié à des moments avec d'autres personnes et que ça soit des moments de plaisir pur. Alors que si c'était quotidien, finalement, ils y prendraient même plus plaisir. Ouais, c'est ça. Alors attention, roulement de tambour, grosse question. Mon Dieu. Quel monde tu as envie de leur laisser demain ? Un monde, déjà. C'est pas gagné. Déjà un monde. Ah non, moi, je rêverais d'une prise de conscience générale et qu'on puisse vivre... Alors moi, j'avoue que j'aimerais bien partir de Paris et j'aimerais bien qu'ils connaissent un monde avec plus de nature. Mais j'aimerais juste qu'ils aient un monde viable et c'est pas gagné. Et quand, voilà, bon là je vais redevenir pessimiste, mais c'est vrai qu'on le dit quand même que nos enfants, nous qui pensions que ça allait concerner nos arrière-petits-enfants, on sait maintenant que nos enfants sont susceptibles de connaître la guerre, des guerres de famine, l'arrivée de millions de personnes qui auront plus d'endroits où vivre parce qu'il y aura eu la montée des eaux et tout. Donc c'est vrai que j'espère juste qu'on se sera battus, qu'ils n'auront pas honte de nous, parce que ça aussi c'est important. On voit que les ados se mobilisent, même plus que nous, et je trouve ça dommage que les adultes se cachent. Après, c'est hyper angoissant, c'est-à-dire que plus on se dit qu'on va tous mourir, plus on a envie de se voiler la face et de regarder des séries sur la fin du monde. C'est beaucoup plus distrayant, mais je pense qu'il y a une vraie responsabilité et que quand on écoute Aurélien Barraud ou des gens comme ça, qui sont pourtant ultra factuels, au final, ils disent on peut quand même laisser un monde moins pire que ce qu'on va laisser si on continue comme ça. Donc ce ne sera pas un monde idéal, mais ce sera un monde un peu moins horrible si on se bat tous et si on fait plus attention et tout. Donc moi j'espère qu'on va tous aller dans ce sens et qu'on va y arriver et que voilà, qu'il y aura le moins de victimes possible de tout ça, quoi. Mais on verra. Je suis optimiste. Eh ben merci beaucoup, Anna. Merci à toi. Bouge ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.